Bonjour, pour l'émission Europe, le choc du réel. Nous sommes ici avec le député européen Emmanuel Morel de la gauche républicaine et socialiste. Nous reviendrons sur sa première année de mandat, sur ces batailles qui ont pris une dimension spécialement significative maintenant après la crise du Covid. Donc nous en parlerons avec lui aujourd'hui car l'Europe s'est montrée sur certains points défaillant. Allons voir avec lui aujourd'hui. Bonjour. 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 Emmanuel Morel, on peut dire que cette crise du Covid, finalement, ses conséquences vous ont donné raison sur plein de sujets. Depuis le début de votre mandat, vous parlez de relocalisation des filières industrielles et notamment de la filière sanitaire. Oui. Vous parlez d'un changement de modèle économique. Vous parlez des sujets qui nous concernent tous ceux qui aujourd'hui sont dans le devant des agendas politiques. Voyons un peu ce que vous disiez le 5 juin à ce propos. Vous savez, comme disait Lacan, le célèbre psychanalyste, la réalité, c'est ce contre quoi on se cogne. Ben là, tous les idéologues de la Commission européenne et les dirigeants européens qui, en effet, ne juraient que par les traités, l'orthodoxie budgétaire, ils se prennent la réalité en pleine face. Oui. Et la réalité, c'est quoi? C'est la récession, le chômage de masse, la pauvreté, la faim, vous l'avez dit, dans certains pays. Et forcément, on se rend compte que tout ce à quoi on croyait de façon un peu religieuse. Oui, la religion permettait quand même de cimenter, oui, ça vous l'avez quand même tombe par terre. Et d'une certaine façon, c'est tant mieux. Faille d'organisation, manque de coordination, l'Europe a montré quelques points faibles dans ces conséquences de la crise du Covid-19. Comment on peut réparer ça? Quels outils il faudrait mettre en place et quelles démarches il faudrait avoir pour éviter ces mêmes erreurs qui ont été commises? C'est vrai qu'il y a eu un moment de panique. Au moment où la pandémie a commencé à se répandre en Europe. Vous avez eu surtout, je crois, ce qui a le plus frappé les Européens, c'est le chacun pour soi. Alors, c'est-à-dire que on avait une pénurie de masques dans certains pays, une pénurie de tests, des lits qui étaient insuffisants dans les hôpitaux, surtout en France. Et finalement, les États membres se disaient j'essaye de régler le problème chez moi, je ne me préoccupe pas du voisin. C'est allé jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire qu'il y avait des cargaisons de masques qui étaient par exemple stoppées dans des aéroports alors qu'ils étaient prévus pour d'autres pays. Bref, c'était une sorte de concurrence un peu malsaine. Alors on peut comprendre le moment de panique, et puis il y en a toujours qui diront mais la santé, ça n'est pas les compétences de l'Union européenne, c'était normal que ça se passe comme ça. La vérité quand même, c'est que l'Europe est censée être aussi une solidarité de fait. Et face à une crise aussi importante, sanitaire, il eût été préférable évidemment de coordonner les efforts. Dans un premier temps, ça n'était absolument pas le cas. Alors après, la désorganisation, elle vient aussi des défaillances des gouvernements des États membres. Si on prend l'exemple de la France, là pour le coup, je crois qu'il ne faut pas accuser l'Europe. La France était mal préparée. On a eu un gouvernement qui a accumulé les contre-vérités, les défaillances, revenant sans arrêt sur sa parole et créant quand même une forme de panique dans la population. Avec en plus un confinement qui était surtout lié, on l'oublie trop souvent, au manque de lits en réanimation, et ça c'était les conséquences de politiques de rigueur budgétaire, voire d'austérité, et c'est là qu'on peut faire le lien avec l'Europe, c'est que depuis maintenant des décennies, les dirigeants de l'Union européenne préconisaient des baisses drastiques dans les dépenses publiques, et on est arrivé à cette situation dans l'hôpital public, c'est le cas en France, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne, c'est le résultat des politiques d'austérité. Alors après, il faut quand même être juste, c'est-à-dire une fois cette phase de panique passée, il y a eu une réaction, notamment sous l'impulsion du Parlement européen qui a dit il va y avoir une deuxième conséquence de cette crise sanitaire, c'est évidemment la crise économique et sociale qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une récession inédite dans l'histoire de l'Union. Et il faut un plan de relance budgétaire. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que, alors c'est l'impulsion du Parlement européen, certains États membres, il y a un petit progrès de ce côté-là. Mais ce qui est sûr, en tout cas, les leçons qu'on doit tirer, c'est d'abord, il faut plus d'anticipation et recourir quand il le faut à la planification. Or ça n'est évidemment pas très à la mode en Europe, et c'est le combat qu'on mène avec un certain nombre de collègues. Après, il faut de la coordination, parce que dans ce domaine, on a été très mauvais. Et puis surtout, je crois que c'est le plus important, il faut l'indépendance. Quand je dis l'indépendance, c'est parce qu'on s'est rendu compte à l'occasion de cette crise, même si on était nombreux à le dire depuis des années, de notre dépendance incroyable
envers les pays du sud-est asiatique sur tout ce qui était médicaments, matériel médical, etc. etc. Et là, vraiment, c'est un sujet majeur. Il y a 5 ans, quand je disais ça, on était une poignée dans l'hémicycle. Aujourd'hui, et c'est ça le choc du réel, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de collègues et d'Européens qui se disent qu'il faut changer radicalement les choses. Oui, et notamment dans le domaine sanitaire, vous venez de l'évoquer, on a été tous mis face au fait qu'on s'est rendu compte que l'Europe délègue la production de nos médicaments dans d'autres pays, et notamment en Chine. Alors, on était plutôt étonnés de voir ces chiffres. Dans les années 90, on produisait 80% de médicaments. Aujourd'hui, ces pourcentages se sont inversés, donc il reste qu'une petite pourcentage qui est produite en Europe. Le paracétamol est produit quasiment dans sa totalité en Chine. On peut dire la même chose, 97% pour les principes actifs des antibiotiques. Et vous, Emmanuel Morel, vous prônez depuis longtemps pour une exception sanitaire européenne. Comment on peut la réaliser ? Déjà, vous dites on a été surpris, mais on était quand même un certain nombre à tirer la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. Parce que les chiffres dont vous venez de parler, qui sont totalement stupéfiants, montrent bien que l'Europe n'a plus aucune autonomie, indépendance dans sa politique médicamenteuse, avec des conséquences très graves. Parce que imaginez quand vous avez une situation de pénurie, enfin, vous parlez du paracétamol, c'est un produit de base pour les gens. Les antibiotiques, c'est pareil, mais on pourrait ajouter d'autres produits. Les opiacés, par exemple, pour tout ce qui est réanimation. Tout ça aussi, c'est fabriqué très loin d'Europe. On pourrait parler des médicaments génériques. Vous savez qu'aujourd'hui, les génériques sont quasiment exclusivement fabriqués par les Indiens et les Chinois. Quand on est confronté à une situation comme celle du Covid-19, on se rend compte que ça ne peut pas durer. Et quand je propose une exception sanitaire européenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait un peu comme l'exception culturelle. Vous savez, il y a 20 ans, la France notamment, mais l'Europe avait proposé de sortir la culture du champ des négociations commerciales et de se donner le droit de subventionner, de mettre des quotas pour préserver l'industrie culturelle européenne. Je pense qu'il faut faire exactement la même chose avec la santé. La santé, ça n'est pas une marchandise comme une autre. C'est notre bien, un de nos biens les plus précieux. Et si on ne veut pas être confronté à cette situation qui peut avoir des conséquences dramatiques, alors il faut le demander à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il faut que l'Europe arrive en disant nous, on ne veut pas que la santé, ça soit considéré comme une marchandise comme une autre. On ne veut pas que ça puisse faire l'objet de libéralisation. On ne veut pas que ça soit des chapitres spécifiques dans les traités de libre-échange. On veut sortir ça pour le préserver. C'est une logique très importante. Pour l'instant, je n'ai pas convaincu tous mes collègues, puisque c'est une proposition que j'ai refaite à l'occasion de la crise du Covid, avec un succès mitigé. Mais je peux vous dire que je ne vais rien lâcher, parce que pour moi, ça me paraît fondamental de faire en sorte que l'Europe, et singulièrement mon pays, la France, soit en capacité de préserver la santé des gens. Et ça passe aussi, à mon avis, par des quotas. Je pense qu'il faut qu'on se fixe des objectifs, par exemple, de dire dans 5 ans ou dans 10 ans, on doit avoir rapatrié la production, par exemple, du paracétamol sur notre sol. C'est pas compliqué de faire du paracétamol. Ouais. Pourquoi tout ça avait été envoyé en Chine ? C'est pour des histoires d'argent. Ouais. C'est parce que c'est pas des produits à haute valeur ajoutée. Donc on se dit, on va faire fabriquer ça ailleurs, puisque ça rapporte pas assez. Il y a une responsabilité des boîtes pharmaceutiques qui font des profits colossaux. Il est temps de mettre un terme à cette politique, et y compris d'imaginer, c'est ce que je propose en tout cas, un pôle public du médicament, notamment dans notre pays. Et à propos de profits colossaux, on touche un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est celle des traités de libre-échange. Alors, les traités de libre-échange qui posent plusieurs problématiques. Donc, problématiques environnementales, ça suffit de réfléchir aux transports intercontinentaux, à la déforestation, par exemple, pour la cultivation du soja intensif au Brésil, et ainsi que d'autres sujets. Des santé publiques, on voit par exemple le Brésil qui a autorisé 250 pesticides depuis que Bolsonaro est au pouvoir, et qui sont pesticides qui sont interdits en Europe et qu'on pourrait retrouver sur les produits importés, ou encore des problèmes de société. Il suffit de penser quel est l'impact de certaines cultivations intensives sur les communautés locales indigènes au Brésil ou dans d'autres pays, et quel est l'impact aussi sur nos agriculteurs qui sont mis à rude épreuve par une concurrence parfois vraiment déloyale. Difficile. Oui, on peut considérer déloyale. Donc, on est arrivé à un point où on a l'impression qu'on voulait changer de monde, finalement, toujours business is business. Et donc, comment évoluer de ça ? Comment s'enlever de ces traités de libre-échange ? Vous savez, alors là, on touche vraiment un point décisif, à mon avis. Le libre-échange, c'est la religion officielle de l'Union européenne. C'est vraiment l'équivalent d'un dogme.
Et c'est très difficile parce qu'on a en face de nous des croyants. Et on a beau leur montrer la réalité, on a beau leur montrer la catastrophe écologique dont vous parlez, les conséquences sociales, les conséquences économiques, on a en face de nous des gens qui sont religieux et qui disent qu'il faut continuer à intensifier les échanges commerciaux. Et quand on pose des questions toutes simples, par exemple de dire actuellement l'Union européenne continue de négocier un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est bien raisonnable d'importer davantage de produits d'un pays qui est à plus de 15 000 km de l'Union européenne et qui vont augmenter les gaz à effet de serre? Est-ce que ça, c'est compatible avec l'impératif de transition écologique? Évidemment non. De la même façon, vous avez parlé à juste titre du Mercosur. On n'arrête pas d'entendre des dirigeants dans les pays européens dire la déforestation c'est une catastrophe, les poumons verts du monde doivent être préservés. Et en même temps on fait quoi? On signe un accord, j'espère d'ailleurs que le Parlement ne le ratifiera pas, mais on signe un accord qui consiste à dire on va augmenter toujours plus davantage de céréales en provenance du Mercosur et notamment du Brésil. Or comme vous le disiez, c'est quoi les conséquences de ça? On déforeste de plus en plus pour planter du soja, de l'huile de palme, accessoirement on détruit des sociétés, parce qu'il y a des peuples autochtones qui continuent à vivre très difficilement. On défigure des paysages. Tout ça pourquoi? Pour des produits qui sont plus de mauvaise qualité et qui vont faire concurrence à nos agriculteurs de façon totalement déloyale, parce que le prix de la main-d'œuvre là-bas est beaucoup moins cher que le prix de la main-d'œuvre ici. Donc c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe sociale. Le problème, c'est qu'on a beau le dire, on a beau le savoir, les citoyens ont beau se mobiliser, on a en face de nous des gens qui continuent, comme vous le disiez très justement, business as usual. Le commissaire européen au commerce international, M. Hogan, au lendemain du Covid, il dit la solution, c'est qu'il faut continuer encore plus de libre-échange. Alors que tout le monde se rend compte que ce qu'il faudrait, c'est au contraire mettre la pédale douce. Et moi, j'en appelle carrément à un moratoire. C'est que je pense que là, il est temps de revoir complètement la politique commerciale, de favoriser les circuits courts, la relocalisation, le juste échange, et que tout ça, ça passe par une rupture radicale avec ce qui est en train d'être fait. Là, il y a une bataille politique qui est intense, un rapport de force à créer. Les esprits évoluent, les citoyens, eux, sont convaincus. Mais on a un certain nombre de dirigeants soutenus par les grosses multinationales européennes, et nord-américaines notamment, qui évidemment veulent toujours plus de libre-échange. Ça fait partie de l'engagement de mon mandat depuis 2014, mais aussi à l'occasion de ce nouveau mandat. Une autre chose sur laquelle vous vous êtes prononcé à plusieurs reprises, c'est le problème de la dette. Donc les conséquences du Covid-19 seront une crise pour le monde du travail très très dure. On voit déjà que les chiffres du chômage grimpent un peu partout en Europe, en Italie, en Espagne, en France et notamment chez les jeunes. Donc c'est les jeunes qui payent les prix le plus haut. Et vous dites en fait on ne peut pas faire recours toujours aux vieilles recettes, donc aux coupes budgétaires sur les dépenses publiques. On a vu que ça porte à notre perte, on l'a vu notamment dans le système sanitaire, à quoi ça a mené. Et donc, comment on peut s'extirper des dogmes, comment on peut sortir de cette machine, alors que le paiement de la dette, le remboursement de la dette était la priorité juste avant la crise des agendas politiques. Vous avez raison de le dire. En fait, si on voulait faire un peu de pédagogie, le problème de l'Union européenne depuis plusieurs décennies, et ça c'est aussi lié au traité, c'est qu'il y avait trois piliers. Le libre-échange, dont je viens de parler, la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire l'interdiction de tout ce qui était aide d'État, subventions publiques, et puis surtout, cette obsession de la lutte contre l'inflation et de la lutte contre la dette. Toute la politique économique était subordonnée à cet objectif. Ce qui impliquait, comme vous le dites très bien, des coupes dans les dépenses publiques, des plans d'austérité. On a vu ce que ça a donné dans un pays comme la Grèce, qui a été littéralement défiguré socialement par les dictates de la Troïka. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie et un peu en France aussi, mais dans la plupart des pays européens. Et l'opportunité à l'occasion de cette crise terrible, comme vous l'avez dit, c'est d'abord parce que la récession arrive, elle va être massive. Et l'Europe ne peut pas en rester à tous ces espèces de tabous qui nous engoncent dans une politique, qui nous enferment dans une politique qui est complètement décalée par rapport à l'urgence du moment. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de la relance budgétaire. Et ça, pour le coup, l'Union a décidé de le faire. Alors on va voir, parce qu'il y a un sommet bientôt, mais il y a quand même un certain nombre de grands pays qui ont dit bon, maintenant on arrête la politique de rigueur et on fait de la relance budgétaire. On a multiplié les aides d'État. Vous avez vu qu'en Allemagne comme en France, désormais les États peuvent aider les entreprises et c'est bien normal quand elles sont confrontées à une telle situation.
Il y a au niveau européen, ça c'est plutôt pas mal, un dispositif d'aide au chômage partiel. Moi je pense qu'il faut le maintenir absolument parce que quand on est confronté à une situation de récession pareille, vraiment l'idée c'est que les gens continuent à avoir du pouvoir d'achat pour pas qu'on tombe dans une paupérisation générale de l'Europe. Mais il y a aussi incontestablement un travail à faire sur la dette. La première chose c'est je pense qu'il va falloir annuler la dette Covid. C'est-à-dire tout l'argent qui est dépensé par les États membres à l'occasion de la crise du Covid, il faut procéder à l'annulation. Et ensuite, pour le reste, c'est toutes les dettes souveraines qui sont accumulées, notamment depuis la crise de 2008, suite à la crise des subprimes aux États-Unis. Je pense qu'il faut une politique monétaire qui soit complètement différente. Il faut un rachat des dettes souveraines par la BCE et une forme d'annulation, en fait, dans le temps. Alors après, les formules peuvent changer. Ça peut être de la dette perpétuelle, ça peut être de l'annulation pure et simple, peu importe les mécanismes techniques. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que quand vous avez des tels niveaux d'endettement, notamment dus aux politiques d'austérité et maintenant à la crise, vous ne pouvez pas relancer la machine. Regardez l'Italie, elle a fait des plans d'austérité successifs et pourtant son niveau de dette publique est toujours aussi important. Pourquoi ? Parce que si vous voulez relancer la machine, redynamiser l'économie, relancer le pouvoir d'achat, à un moment il faut s'émanciper de ces contraintes qui sont terribles et qui pèsent essentiellement sur les peuples et sur les plus pauvres. Oui. Surtout que la crise du Covid-19 a été une crise très très importante sanitaire qu'on ne voyait pas depuis 100 ans, depuis la grippe espagnole, mais probablement ça ne sera pas la dernière parce que les bouleversements climatiques et environnementaux font que ces genres de pandémies soient strictement liés. Alors, pour faire face et pour relancer la machine, comme vous disiez, vous avez un mot-clé qui est relocalisation, que c'est un mot en fait qui concilie écologie et économie. Ce sont deux termes absolument conciliables alors que souvent on veut nous faire croire le contraire. Donc on va voir avec vous comment reconstruire notre tissu industriel, mais d'abord un petit extrait. Que de temps perdu. Il a fallu attendre 2020 et une crise d'une ampleur inédite pour que la Commission s'émeuve, et le Conseil aussi s'émeuve, des pratiques agressives de certaines puissances et de leurs multinationales en matière commerciale, sur les marchés publics, sur les acquisitions étrangères dans les secteurs stratégiques. Il a fallu 2020 pour attendre que certains découvrent que, à l'OMC par exemple, la Chine, les États-Unis ne sont pas vraiment des fanatiques de la réciprocité. Il faut arrêter, comme vous le faites trop souvent, de vouloir restaurer à tout prix le marché pur et parfait. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Vous dites, Emmanuel Morel, qu'il faudrait commencer à prendre au sérieux les décrets Montebourg. Alors, je rappelle le décret Montebourg, donc ça serait le contrôle de l'État sur les investissements étrangers à partir d'un certain seuil. Je voulais vous demander, est-ce que ce décret qui date de 2014 devrait être musclé davantage et devrait être appliqué davantage de ce qui est fait aujourd'hui pour éviter des situations. On a vu pendant la crise du Covid que les fleurons du CAC 40 se sont effondrés en bourse, ce qui peut rendre vulnérables ces genres d'entreprises et sujettes donc au risque de spéculation de la part des entreprises étrangères. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ce décret? Est-ce qu'il faudrait l'appliquer davantage? Alors, il faut rappeler que le décret Montebourg, qui date donc de 2014, visait à contrôler et restreindre les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Et alors là, c'était le cas spécifique de la France. Il y a des secteurs comme l'aéronautique, la défense, la santé, demain, l'agriculture d'une certaine façon. Donc des secteurs stratégiques où on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus d'investissements étrangers et des prises de contrôle d'entreprises par des grosses multinationales, généralement soit des États-Unis, soit de la Chine. Là, ça pose quand même un problème d'autonomie du pays, d'indépendance économique et même stratégique. Et donc ce décret, en réalité qui s'inspirait de ce qui existe dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou par exemple en Allemagne, qui consistait à dire au-delà d'un certain seuil, on arrête. Voilà, parce qu'on veut, nous, gouvernement français, à l'époque c'était ça, on veut nous garder la main sur des productions et des industries qui sont indispensables à l'autonomie du pays. Ça, c'était le texte de 2014. Quel est le problème? C'est d'abord, il a été peu utilisé. Montebourg a été viré juste après par François Hollande. Et en dépit d'un certain nombre de problèmes industriels qui auraient normalement dû
suscité l'utilisation du décret, il n'a pas été en France. Mais j'ajoute que moi, en tant que député européen, à la fin du dernier mandat, j'avais essayé de faire en sorte que ce que nous avions inventé en France, on l'applique à tous les pays européens. Parce que la vérité, c'est que vous avez aujourd'hui des pays, notamment des pays du sud de l'Europe ou de l'est de l'Europe, où vous avez des investissements massifs de puissances étrangères qui mettent en difficulté et en danger l'indépendance de ces pays. Alors parfois, ils le font parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. Prenons la Grèce, qui avait été saignée à blanc, qui n'avait plus du tout d'argent, et ben pour des infrastructures aussi stratégiques que le port du Pirée, par exemple, elle avait dû... Le port du Pirée, c'est pas rien quand même, hein, c'est un port commercial énorme en Europe. Elle avait dû, parce que le port avait été privatisé, appeler à des capitaux étrangers, en l'occurrence chinois. Ce qui pose un vrai problème quand on est européen et qu'on veut une Europe indépendante de toutes les autres grandes puissances. Donc moi, ce que je proposais, c'était non seulement d'étendre l'esprit de ce décret au niveau européen, mais avec la crise du Covid, ce qui m'est apparu comme évident, c'est qu'il fallait aussi en étendre le champ d'application. Il y a plein de domaines de la vie économique qui en réalité sont stratégiques, surtout quand on est confronté à une pandémie. La question agricole, c'est pas rien, hein. Ouais. La santé, c'est pas rien. Donc, moi, je propose à la fois d'en étendre le champ et puis surtout de restreindre le pourcentage, c'est-à-dire à partir de 10% possédés par des étrangers dans un secteur stratégique, on arrête. De la même façon, je crois même qu'il faut renverser complètement la logique et dire, ben voilà, l'acquisition étrangère, c'est l'exception, le refus de l'acquisition étrangère, c'est la règle. Je parle dans les secteurs stratégiques, évidemment, on ne parle pas des chaussures ou la fabrication de vêtements, même si la défense du textile en Europe, c'est une cause qui est une de mes causes depuis 10 ans. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un secteur stratégique. Donc vous voyez l'esprit, c'est vraiment, on préserve des savoir-faire, on protège des salariés, on protège des entreprises et surtout, on se donne les moyens d'être une puissance indépendante. Et là, on va venir sur un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de la contrefaçon. En fait, c'est un fléau qu'on peut penser anecdotique, et en réalité, c'est un système économique structuré et organisé qui comporte voilà, des milliards de biens contrefaits qui arrivent chaque année dans les marchés européens. On voit un peu, on pense notamment à l'affaire du faux miel chinois. C'est vraiment, les marchés de la contrefaçon touchent tous les secteurs, que ce soit le textile, que ce soit l'alimentaire, que ce soit même celui de l'énergie et donc du nucléaire. Exactement. Donc comporte non seulement des problèmes économiques, mais aussi des problèmes de sécurité. Comment on peut stopper ces fléaux? Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent être mis en place pour... Alors, c'est un sujet sur lequel j'essaie de sensibiliser les décideurs de l'Union européenne, pour l'instant sans succès, alors que ça représente des centaines de milliards perdus pour l'économie européenne par an. Parce que la contrefaçon, vous avez raison, les gens imaginent, alors c'est le miel, qui est du miel frelaté, ça peut être des jouets, vous savez que la plupart des jouets sont des jouets européens ou français sont copiés le jour même de leur sortie, revendus à des villes prix, mais avec évidemment des normes de sécurité qui ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Avec des perturbateurs endocriniens. Exactement, les perturbateurs endocriniens, mais ça ne concerne pas que le domaine alimentaire ou textile. Parce que la vérité, c'est que la contrefaçon, ça touche aussi bien le dentifrice que des composants dans une centrale nucléaire. Donc là, on est face à un problème, là aussi, stratégique, et puis ça correspond à... C'est des centaines de milliers d'emplois qui sont perdus chaque année du fait de cette concurrence. J'ajoute quand même un point très important, l'économie européenne, elle repose beaucoup sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'en gros, on innove, on invente un produit, on doit investir beaucoup d'argent, après il faut faire des prototypes, après il faut développer, ça c'est des investissements colossaux. Mais quand vous avez de l'espionnage industriel ou de la contrefaçon qui consiste, alors que vous avez investi beaucoup d'argent à créer un produit important pour les gens, on pique tout, on le revend à vil prix, dans des conditions de sécurité qui sont complètement différentes, vous voyez bien que là c'est vraiment la concurrence déloyale par définition. Je donne un exemple, parce que ça les gens ne le savent pas forcément. Quand vous achetez sur une plateforme de e-commerce, je ne vais pas citer les marques, mais enfin, vous connaissez les principales. Bien sûr. 2/3 des produits ne respectent pas les normes européennes. C'est-à-dire que c'est des produits contrefaits. Et là, ça concerne tout, pas seulement les jouets à Noël. Donc évidemment, il faut une réaction d'ampleur.
Pour l'instant, j'étais très surpris de voir que quand la nouvelle Commission européenne est arrivée en 2019, elle n'avait même pas mis la contrefaçon dans une de ses priorités. Moi, je pense que c'est un sujet absolument majeur. Ça concerne aussi des choses toutes bêtes. Vous avez par exemple des dessinateurs, des créateurs qui créent un dessin, qui le postent sur leur site Instagram et qui sont copiés et ça représente parfois des millions d'euros de pertes pour ces créateurs, avec des gens qui sont en procès constamment parce qu'on leur pique leurs idées, qu'on leur pique leurs dessins, qu'on leur pique leurs créations. Et ça, pour un Français et un Européen comme moi, attaché à la propriété intellectuelle et à la création culturelle, ça fait aussi partie du sujet. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres, ça donne le vertige. Quand je regarde 85 milliards de biens contrefaits, un marché qui détruit à peu près 60 milliards de notre produit intérieur brut européen. Donc ça donne vraiment les vertiges. Et en plus, ça concerne encore... Là, vous parlez de fake economy. C'est vous qui avez, inventé ce terme et c'est absolument adapte. Et c'est aussi ce même marché de fake economy qui crée des pénuries arbitraires, c'est-à-dire des pénuries qui n'en sont pas une, comme par exemple la pénurie des médicaments qui peut représenter un chantage économique. Bien sûr, mais vous savez qu'il y a de la contrefaçon médicamenteuse, notamment pour tout ce qui est médicaments génériques. Et là, vous voyez bien qu'au-delà du dégât économique, il y a surtout un risque pour la santé des gens. Donc quand je dis que c'est un sujet prioritaire et que j'essaye de convaincre, pour l'instant sans succès, il faut bien le dire, la Commission européenne et certains gouvernements des États membres, je pèse mes mots. C'est un sujet absolument majeur dans lequel on doit s'engager résolument. Donc c'est pour ça qu'on avait essayé de populariser le terme de fake economy. Et on va continuer en donnant des exemples, en se servant d'exemples précis et puis surtout en essayant de sensibiliser les consommateurs. Parce que ça... Et puis sensibiliser et puis imaginer des dispositifs de sanctions. Moi, je trouve ça quand même hallucinant que certaines plateformes, avec des vendeurs anonymes, commercialisent des produits qui sont des pures contrefaçons. Ils sont pris la main dans le sac. Une heure après, un autre vendeur anonyme remet le même produit. À un moment, il faut que l'Union européenne sévisse. Sanctionne les plateformes, voire même interdisent aux plateformes de vendre en Europe s'ils ne respectent pas les normes européennes et la propriété intellectuelle des produits qu'ils vendent. Ça paraît totalement logique. Aujourd'hui, personne ne le fait. Et vous demandez aussi une réciprocité, c'est-à-dire quand notre marché est inondé de biens contrefaits, mais nous, on a les accès, les portes fermées, par exemple sur les marchés chinois où les règles sont beaucoup plus strictes, vous dites, d'ailleurs j'ai bien aimé ce terme, on ne doit pas être l'idiot du village international. Oui, parce qu'en fait, mais alors ça c'est très curieux. Là, on est vraiment dans un problème idéologique troublant. C'est que moi, je me souviens d'avoir déposé un amendement pour dire, dans les relations commerciales, il faut de la réciprocité. Et les représentants du Conseil et de la Commission ont refusé. Je dis, mais c'est quand même l'évidence, la réciprocité. Si on vous traite comme ça, en tout cas dans le domaine commercial, si on restreint votre accès au marché, je ne vois pas pourquoi nous, on ne restreindrait pas le nôtre. Mais il y avait cette idée en Europe que, comme le libre-échange, c'est bien en soi, même si les autres ne se comportent pas comme nous, on continue comme avant. C'est ce que j'avais appelé l'idiot du village planétaire. C'est-à-dire que les autres se protègent, la Chine se protège, le Japon se protège, les États-Unis se protègent sacrément, et nous, on est là à faire comme si de rien n'était. Je vous prends un exemple. Les marchés publics américains, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une part, ça s'appelle le Buy American Act, il y a une part de la commande publique qui est réservée aux entreprises locales et aux entreprises américaines. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer sur le marché, mais de toute façon, vous n'êtes pas concerné par ça. Nous, en Europe, on ne veut pas le faire. C'est complètement absurde. Il faut aider les entreprises européennes. Si on parle de circuits courts, si on parle de relocalisation, ça va de pair. Et vous avez raison d'ailleurs de dire qu'il y a l'aspect économique, il y a l'aspect écologique. C'est évident que si on veut qu'il y ait moins de gaz à effet de serre, moins de pollution, le mieux c'est quand même de rapprocher le lieu de production du lieu de consommation. Et là, pour le coup, le Buy European Act, par exemple, que je propose, avec d'autres, il y a plein d'autres députés européens qui sont d'accord avec cette idée, pour l'instant, c'est refusé obstinément par les dirigeants de l'Union européenne. Pas seulement la Commission, certains gouvernements. Donc, c'est une bataille qu'on mène constamment. Mais ce qui me rend optimiste, c'est la sensibilité des citoyens à ce sujet, qui commencent à dire, bon là maintenant, si vous voulez, la mondialisation a été présentée comme quelque chose de formidable. Vous savez, c'était le mythe de la mondialisation heureuse. Là, je crois que tout le monde a compris qu'il serait temps, au moins dans certains secteurs, de démondialiser un peu.
Bien sûr. Alors, quand on pense au futur, donc, on a envie de penser au circuit court, à un monde d'après avec un marché plus à dimension humaine, etc. Oui. Et on voit qu'il y a des solutions pour que ça soit faisable. Mais par contre, dans le futur, on voit un autre enjeu majeur, que c'est celui dont vous avez parlé beaucoup, de l'intelligence artificielle. Alors, on a vu, là aussi vous vous êtes exprimé beaucoup, et on voit d'ailleurs que pendant la crise du Covid, cette intelligence artificielle a été au devant de la scène parce que les différents gouvernements ont mis en place des applications de tracking, donc pour repérer les malades de Covid. Est-ce que ces genres d'applications, on a eu Stop Covid en France, on a eu l'appli Immune en Italie, tous les deux et bien d'autres applications ont été sujets à différentes critiques. Est-ce que les dérapages et les dérives de cette technologie sont bien réelles et sont bien possibles ? Ah bah oui, ça c'est incontestable. C'est tout le problème. Alors l'intelligence artificielle, c'est... Pourquoi moi je me suis investi là-dessus au sein de la commission des affaires juridiques, c'est parce que on anticipe un peu ce qui va se passer dans parce que les gens ont l'impression qu'on parle de science-fiction. Pour les gens, l'intelligence artificielle, c'est les robots tueurs, c'est Terminator, c'est tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est déjà dans notre vie de tous les jours. Hein. Vous savez, comme ça, des algorithmes à la fois qui essayent de scruter le comportement des consommateurs, qui surveillent les citoyens, et ça s'applique dans tous les domaines de la vie en société. Aujourd'hui, vous avez aux États-Unis plein d'expériences pour l'intelligence artificielle dans l'éducation. Dans la culture, évidemment aussi dans la santé, dans la défense. Donc, bon, c'est vraiment un sujet qui va émerger sur la scène mondiale, mais qui en réalité, enfin je parle dans l'opinion publique, mais qui en réalité est déjà là. Et vous l'avez dit à juste titre, il y a des gens qui utilisent comme toute nouvelle technologie à des fins de contrôle social. Les applications de type Stop Covid, moi j'étais totalement défavorable, d'abord parce qu'il n'y avait aucun gage d'efficacité, et ensuite, le risque c'est quand même le flicage généralisé de la population, avec des effets d'ailleurs absolument délétères, comme on a pu le constater par exemple en Corée du Sud. Mais au-delà de l'appli Stop Covid, vous avez aussi la tentation chez certains gouvernements, même européens, de la reconnaissance faciale généralisée, avec toutes les dérives que ça peut avoir, hein, y compris des graves discriminations, et plus généralement du contrôle social. D'ailleurs, il y a un pays qui est en pointe là-dessus, c'est la Chine. Eux, ils ont instauré un contrôle social total, avec y compris une notation sociale. Vous vous rendez compte, en fonction de votre comportement, en fonction de vos antécédents, vous avez une note qui vous permet d'accéder ou non à un certain nombre de services. Ça, c'est vraiment un scénario Black Mirror. Hein. Vous avez d'ailleurs un épisode de Black Mirror, c'est exactement ça. Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui sont quand même, qui évidemment ne refusent pas la technologie, mais qui veulent que toujours l'être humain ait le contrôle. Et que la démocratie ait le contrôle. C'est-à-dire que les citoyens sachent exactement comment on utilise les technologies, comment on met des barrières, comment on régule. Bon, bah, c'est un sujet passionnant, parce qu'en plus, il y a des problèmes qui peuvent paraître futuristes, mais qui se posent concrètement. La responsabilité juridique d'une intelligence artificielle, toute la question des robots tueurs. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la défense, il y a une espèce de course un peu d'avrante, hein, à celui qui va inventer le robot tueur le plus efficace. Bon, bah, ça fait partie des sujets qu'il faut absolument encadrer. Et là, c'est très lacunaire. C'est pour ça que je mène ce combat un peu seul, mais je ne doute pas un instant qu'il y a des gens qui vont se joindre à cette lutte. Surtout que maintenant, les modèles qu'on a pour l'intelligence artificielle, essentiellement, sont la Chine et les États-Unis. Et donc, ça pose des problèmes, comme vous avez dit, des responsabilités juridiques qui sont absolument floues au cas d'un préjudice vers une personne, parce qu'on ne sait pas très bien qui sont les responsables quand c'est l'intelligence artificielle agir. Ça pose des problèmes environnementaux, parce que toute la masse des données qui sont traitées par les logiciels, c'est pas quelque chose de durable. Et puis ça pose un autre problème, que c'est la destruction d'emplois, dont vous avez parlé aussi. Oui, alors ça avait beaucoup surpris mes collègues d'ailleurs qui ne voyaient pas le rapport, mais je leur disais la première chose, c'est que quand on envisage le déploiement de l'intelligence artificielle dans la vie économique, il faut aussi penser à la casse sociale que ça peut représenter. Vous imaginez le nombre de métiers qui sont aujourd'hui en danger, parce qu'on imagine qu'on va remplacer des êtres humains par des robots, enfin je dis robots pour populariser le terme. Donc il y a la casse sociale, la dépense énergétique, ça tout le monde oublie, hein, mais un des principaux postes polluants dans le monde aujourd'hui, c'est le numérique. Ah oui. C'est ces serveurs énormes qui produisent énormément d'énergie, et je crois que c'est le troisième pollueur, hein, si on prend les différents pays, c'est le monde de l'Internet.
Donc avec l'intelligence artificielle, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur est-ce qu'on est d'accord pour cette consommation d'énergie toujours plus importante au service de certaines fois des causes qui ne sont pas indispensables. Et puis je parle de régulation parce que vous avez raison, le modèle. Alors en Amérique, aux États-Unis, là, il y a eu une prise de conscience très récente. Vous avez vu que vous avez des grosses boîtes qui étaient spécialisées notamment dans les logiciels de reconnaissance faciale qui ont abandonné purement et simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un biais discriminatoire absolument terrifiant. Oui. Hein, parce que évidemment les gens regardent votre couleur de peau, votre profil, ça aboutissait à des abus terrifiants. Mais enfin, il y a beaucoup de choses à faire parce que par exemple, vous avez aujourd'hui des dirigeants sérieux qui estiment qu'il faut que l'intelligence artificielle ait un rôle notamment dans tout ce qui est politique pénale. Okay. Et vous avez des pays où on croise le casier judiciaire, les antécédents, le comportement, pour, et ça c'est incroyable, pour avoir une politique soi-disant prédictive de la criminalité. C'est Minority Report de Steven Spielberg, quoi. Donc là aussi, il faut encadrer, il faut réguler. C'est des balbutiements, hein, mais le rôle d'un homme politique, c'est aussi d'anticiper les problèmes qui vont se poser dans le futur à l'occasion de cette énorme mutation technologique qu'il faut prendre au sérieux. Donc à votre avis, est-ce que c'est envisageable d'avoir un modèle d'intelligence artificielle européenne qui soit un peu éloigné des techniques de GAFA et des plateformes chinoises? De toute façon, je vais vous dire, c'est impensable que l'Europe se mette dans les mains de multinationales qui viennent de puissances étrangères, parce que toutes les dérives sont possibles. Il faut imaginer un modèle européen, il faut imaginer des règles européennes, il faut imaginer un contrôle européen. L'essentiel pour moi, c'est que les citoyens soient, ça vaut pour la protection des données par exemple, soient informés en amont, après, bref, que tout le long du processus, la démocratie soit respectée. Et ça, je peux vous dire, vous savez, quand vous regardez certaines déclarations des dirigeants de GAFAM, pour eux, la démocratie, c'est vraiment un truc presque ringard et dépassé, quoi. Parce que c'est pas efficace, parce que la délibération c'est long, parce que le collectif c'est chiant. Enfin, c'est quand même ça, hein, les déclarations. Face à ça, il faut qu'on se défende. Il faut qu'on se défende en tant que démocrate, en tant que responsable politique, en tant que collectif qui a envie d'une vie meilleure, tout simplement. Bien sûr. Alors, un mot pour la fin. Emmanuel Morel, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé relocalisation, on a parlé d'une Europe plus solidaire. De quoi rêvez-vous finalement comme député européen? Moi, je ne veux pas vous parler de mes rêves, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais et ce pourquoi je me bats. Et depuis que je suis rentré en politique, moi, mon obsession, c'est vraiment la réduction des inégalités. On est dans un monde extrêmement riche et pourtant, le partage entre le capital et le travail n'a jamais été aussi déséquilibré. On n'a jamais autant de gens qui sont précaires, pauvres. Ça, cette injustice fondamentale, c'est ce qui fait que je me lève tous les matins pour aller bosser en tant que député. Et puis bien sûr, il y a d'autres enjeux, il y a la transition écologique, hein, parce que là on voit bien que l'urgence, elle est palpable, elle est réelle, elle est tangible, on le voit dans nos vies quotidiennes. Et enfin, moi je pense qu'il faut que les politiques publiques, là pour le coup c'est un rêve, produisent toujours plus d'émancipation. Et l'émancipation des gens, elle se fait par le beau, elle se fait par la culture, elle se fait par l'éducation. Et parfois, il y a un certain nombre de responsables politiques de gauche qui l'oublient trop souvent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me meut et qui fait que j'ai toujours envie de me battre. Merci beaucoup, Merci Emmanuel Morel. Merci. Vous pouvez retrouver toute l'actualité et les textes d'Emmanuel Morel sur son site emmanuelmorel.eu et aussi la revue de son première année de mandat, toujours sur le même site internet. À la prochaine année.